Bonsoir à vous tous et bonne année. C'est notre première rencontre dans la nouvelle année 2022. Et aujourd'hui, encore un deuxième et dernier débat sur Krishnamurti. Le docteur Jacqueline vient de me dire qu'il a assisté à une conférence avec une dame qui a travaillé avec Krishnamurti et qui était disciple avec lui. Il va nous en parler déjà. Et moi, de mon côté, j'ai préparé des questions à partir de son article sur Krishnamurti qu'on va réactualiser aussi avec ce qu'il a déjà écouté et suivi dernièrement. Mais avant tout, et comme d'habitude, on va commencer par une méditation inspirée, disons, de l'enseignement de Krishnamurti pour échelonner juste après, sur un débat dans ce sujet. Voilà, à vous la parole, Dr. Jagdi. Alors, avant d'oublier, je vous fais passer le texte de mon article, que je pense que je n'avais pas fait la dernière fois. Et donc, voilà, il est sur mon site aussi, mais je vous le mets comme ça, c'est fait. Je vais le récupérer sur la discussion. Voilà, c'est passé. Hein? Très bien, donc on commence par la méditation. Donc, il y a quelque chose sur lequel insistait Krishnamurti. Donc, on a pu avoir 2 heures d'entretien avec Christiane, qui a 91 ans, qui vit dans le Nivernais et qui a suivi Krishnamurti depuis 45 ans. Donc, ça fait depuis 75 qu'elle a été à ses enseignements. Donc, pendant 16 ans, il y a été tous les mois à Sanen, même quand il y avait la pluie, elle habitait au camping. Et voilà, c'était cette présence de Krishnamurti et son enseignement qui l'a frappé. Et je lui ai demandé de nous choisir une vidéo, donc une vidéo d'1 heure. Le titre de la vidéo était La liberté. Ça m'a fait plaisir de revoir Krishnamurti après. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de vidéo de lui. Et donc, on le voit bien en train d'enseigner. La vidéo est bien prise. On le voit de près sous différents angles. Et donc, voilà. Alors, donc, il suit une voie de la connaissance pure, Krishnamurti. Et c'est beaucoup observer le mental sans interférer. Donc, ça peut faire penser au Vipassana du Bouddha, mais il ne parle pas des sensations, c'est directement observer les jeux du mental. Et puis, il insistait beaucoup dans cette vidéo et dans ses textes écrits aussi sur le fait de ne pas s'opposer. Hein, donc, il critiquait les méditations habituelles qui sont plutôt de concentration,
en disant, voilà, on a quelque chose remonte dans l'esprit, qui est considéré comme négatif, qu'on considère comme négatif. Donc, on veut s'opposer. Il y a ce moment-là, mais en s'opposant, on reste au même niveau que la pensée de départ. Il y a la violence, par exemple. Donc, si on est trop fixé sur la non-violence, oui, on est quand même dans une sorte de violence anti-violence. Hein. C'est le problème aussi des mouvements anti-violents. Ils peuvent devenir violents eux-mêmes. Et donc, on a ça dans notre psychisme aussi. Et donc, Vijayanda allait dans ce sens-là aussi. Et il disait, il ne faut pas faire de contre-force. Parce que quand on fait une contre-force, on fige la situation. Ça empêche le flux de la transformation. Et à ce moment-là, on aggrave les choses. Et par exemple, quand il y a des gens qui venaient en disant, je suis possédé par un démon, ils disaient, ne faites pas de contre-force, ne cherchez pas à lutter à la manière catch ou militaire contre ces démons, parce que vous leur donnerez encore plus d'existence. Et de manière générale, dans la gestion du psychisme en méditation, donc, ils reprenaient ça, mais au fait, c'est dans le Vedanta, c'est dans l'enseignement du Bouddha aussi. Et donc, c'est important à voir. Donc, on rentre à l'intérieur et puis on observe les obstacles à la méditation et on les laisse s'épuiser d'eux-mêmes. Ça rejoint aussi une image zen tout à fait claire. Hein. On dit plutôt qu'essayer d'attacher le veau à un poteau, ça c'est plutôt les méditations de focalisation de shamatha. On laisse le veau courir dans le champ et puis à un moment où il est fatigué, il se calme naturellement, il se pose naturellement. Donc, alors après, donc Tenzin Palmo nuance cette attitude-là, même si elle la connaît très bien. Elle a l'équilibre avec le shamatha, mais on peut prendre ça. Donc, une vigilance ouverte où on laisse les choses se réorganiser. Alors, la posture est quand même importante, même si Krishnamurti en parle peu officiellement, on le voit dans les films, et il a une posture extrêmement droite. Ce n'est pas une posture de quelqu'un d'habituel où ça bouge un peu dans tous les sens. Ça aussi, où il y a souvent un avachissement, une crispation. Lui, on sent une énergie qui monte jusqu'à la tête, là, il n'y a aucun doute. Et à partir de cette posture forte, stable, on observe son mental et on observe ce qui est considéré comme défaut du mental s'épuiser. Donc, c'est plus qu'accepter, c'est vraiment observer objectivement avec une sorte de curiosité, mais pas de réaction. Donc ça aussi, c'est typiquement l'enseignement du Bouddha, l'absence de réaction à ce qui se passe à l'intérieur. Comme ça, on développe une vraie équanimité, une vraie maîtrise.
Dans le même sens de l'observation objective, Krishnamurti insiste beaucoup sur se libérer des réflexes mentaux. Il y a un de ses livres qui s'appelle Se libérer du connu, et dans cette vidéo que j'ai vue avant-hier, il revenait là-dessus comme un leitmotiv. On fonctionne de façon très automatique. Et il y a un moment, il faut pouvoir dire stop. Il a ce mot ending, c'est-à-dire mettre fin ou vraiment être complètement conscient qu'un phénomène touche à sa fin, être capable que ça cesse, regarder en face, que les choses cessent. Alors, grande question est de savoir si on fait cesser de façon active ou si on observe juste que ça cesse naturellement. Dans tous les cas, la cessation est très importante. Et là encore, on est proche du Bouddha et du yoga. Ce qu'on cherche chez Chitta Nirodha, la cessation des vagues du mental, Chitta Vritti Nirodha. Et donc, Nirodha, pour le bouddhisme, c'est synonyme de Nirvana. Donc, être capable que les choses cessent, ne se répètent pas indéfiniment, par paresse, par automatisme, par manque de conscience de ce qui se passe.
Krishnamurti était aussi en lien avec les Upanishads quand il développait le terme alone et en faisant un néologisme pour l'anglais aloneness. Donc alone, ça veut dire seul, pas soleil ou esselé, mais ça veut dire euh, tout un, littéralement, all one, tout un. Et donc, la qualité d'être tout un, c'est cette qualité de complétude. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali, on parle du Kevalya. Keval, ça veut dire aussi seul, un. Kevalya, la qualité d'être tout un. Donc, ça se rapproche beaucoup de l'oneness tel que on parle Krishnamurti dans le sens même des mots. Donc, on peut être seul en se sentant complet, sans être dans le manque affectif. All one, on passe du alone, seul au sens général, au all one, le sens étymologique, c'est-à-dire être complètement tout. Donc, Krishnamurti a enseigné principalement après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il en parle dans cette vidéo de 76 sur la liberté. Donc, il ressent, sans qu'il ressent toute cette immense souffrance des deux guerres mondiales. Et il souffre aussi de voir que ça vient de l'ignorance. Si les gens avaient la compréhension, ils ne se jetteraient pas dans de telles souffrances. Ami Vijayanda le disait aussi dans la lignée du Vedanta, la libération vient de la compréhension. Tant qu'on ne comprend pas, on tourne rond et on souffre. On prend quelques minutes pour sentir cette libération, compréhension sur lequel insistait beaucoup Krishnamurti. C'est aussi donc bien sûr la conscience du présent. C'est-à-dire que dans l'instant présent qu'on peut se libérer.
Le temps peut faire le home final, qui exprime aussi à sa manière cette compréhension, cette ascension au-dessus de son mental habituel, cette libération possible du mental habituel, du connu, du répétitif.